part à la découverte aujourd'hui d'une association qui donc évolue dans le social, notamment qui offre des kits scolaires ou encore des fournitures scolaires aux élèves. Nous allons parler de leur association, mais parler également de cette action et de leur désir d'avoir des parrainages pour les enfants en situation difficile. On en parlera tout à l'heure avec notamment les responsables de cette association. On parlera aussi d'informations à travers la revue de presse et aujourd'hui pour la chronique Question de droit, on s'intéressera à la convocation. C'est comme ça qu'on va justement articuler l'émission d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de nous suivre, merci de nous renouveler votre fidélité. Alors, depuis lundi, on vous parle de Dim Dolopsom, cet intellectuel burkinabé qui nous a quittés, malheureusement c'était un 13 juillet, et Dim Dolopsom qui a marqué justement son temps parce que il faisait partie de l'un des premiers intellectuels de la Haute-Volta à l'époque et il y a un monsieur qui a bien travaillé qui a fait des recherches, qui a écrit des documents sur Dim Dolopsom et nous nous sommes approchés de lui pour avoir son témoignage concernant l'homme. Il s'agit donc de Maître Frédéric Titenga Passeri qui a bien voulu nous livrer son témoignage. Donc on écoute la suite et on revient. À l'époque, l'administration, le gouvernement, ils avaient jusqu'à 9 noms proposés. Mais la personnalité qui est venue a dit, dans les 9 noms, il y a un nom, Kourouero, beaucoup de gens sont contre, parce que Kouré, c'est les funérailles. Ça fait tristesse et ça ne va pas. Il dit, mais c'est justement ça qui est le nom. Parce que Kouré, c'est pas Kakouré. C'est Kouré, c'est le nom du petit-fils de Ouedraogo. C'est lui qui a créé. Et comme à l'époque, la zone était occupée par les Nyonsé. Kouré est arrivé dans la région et tout le monde a pris la fuite. Le Tengsoba se cachait pour ce qu'il y a aucun, c'est-à-dire le tamarinier ou quoi, il se cachait là-bas et la nuit il descend, il monte sur les carités, il mange un peu les fruits et tout. On l'a découvert. On l'a amené devant Kouré. Et Kouré a dit, mais, fouya bon, un sort de mam team. Il dit, un sort de mam team. Qui tu es pour me danser avec tes fétiches, en te cachant et en venant la nuit. Et la zone a pris le nom de Sao. Ça vient de Sao de mam team, ce que Kouré a dit. Et donc, voilà comment Kouré s'est installé là-bas, et c'est le Kourouéo. Comme c'était celui des Nyonsé, les commandements des Nyonsé de Ouéo, au lieu, pendant il y a Kour Tenga comme Ouvri Tenga, mais on a pris le langage des Nyonsé, d'où le nom Kourouéo. Et sous le Naba Pemsi, on a un village qui existe toujours aujourd'hui, c'est Dinteré. Le chef de Dinteré est venu me voir il y a quelques semaines, c'est le chef de Boussé. Et le chef de Dinteré va dans un village qu'on appelle Vert. Et tous ceux qui viennent saluer le chef d'Interé, c'est une chèvre. Et lui dit, il y a Métiam Teng, il y a Vert, mais il y a Boussé. Vous dites que le village s'appelle Vert. Or, ce sont des chèvres. Et le village en question a pris le nom de Boussé, c'est-à-dire chèvre. Et la population de Boussé a dit, dites au roi, au chef de Sao, que de nous envoyer son fils pour être notre chef. Et le chef de Sao a envoyé son fils, qui est devenu le chef de Boussé. Ce qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le chef de Boussé, c'est le fils du chef de Sao. Et le Moronaba Wobro, qui venait d'arriver à son poste de Moronaba, a dit au Lalé Naba Wobro, la capitale de Lalé c'est Siglé, qui n'a qu'à changer de nom, parce qu'il ne peut pas y avoir deux Wobro dans la brousse. Et le Naba Wobro de Siglé, qui est un homme terrible,
Ça, tout le monde parle de l'Alé Naba Wobro. Il a envoyé dire au Moro Naba que lui, il était Wobro avant que la mère du Moro Naba même ne naisse. Et donc, c'est lui, Moro Naba, qui doit changer le nom. Et le Moro Naba Wobro, l'homme terrible qui a affronté la colonisation, a envoyé dire qu'il va envoyer le grand ensemble le tuer. Et l'Alé Naba Wobro, il était spécial parce qu'il a des griots. Lui, c'est le tam-tam de sel qui battait, et par moments, c'est le tam-tam qui répond. Il lève la tête comme ça, disant au tam-tam de répondre. Et le tam-tam a dit, j'ai dit à Moré, après je traduis, il dit, Noa n'y raconte tout son sang. Na pegon au jour. Noa en sang. La tarbendre, tiel kala. Noa n'y raconte tout son sang. Pour qu'il me doit, Noa en sang. La tarbendre, tiel kala. L'anus de la poule ne choisit pas ses lieux pour déféquer. Sur la natte, sur la peau, la natte du Naba, une poule a déféqué. Il y a même piétiné pour éparpiller. Il n'y aura aucun problème. Sur la natte de la reine, une poule a déféqué et a piétiné et éparpillé. Il n'y aura pas de problème. Sachez que dans la coutume, le Mouara ne tue pas un poulet pour le plaisir. C'est interdit. Soit il tue parce que c'est un étranger, soit il tue parce que c'est la fête Baska, soit il tue pour accueillir un étranger, mais on ne se fait pas tuer un poulet parce qu'il a déféqué sur votre natte et tout. C'est pour dire au Moro Naba, moi, l'Alé Naba, je me moque de tout. Je peux déféquer partout, même sur votre natte là. Vous ne pourrez rien me faire. Donc, voilà tout le problème qui s'est posé. Et imaginez-vous que dans cette querelle, Yogo, le père d'une de nos sommes, a pris fait et cause pour le Moro Naba Wobro. Voilà que la colonne voulait chanoine. En septembre 1996, prend Ouagadougou et chasse le Moro Naba Wobro, qui se réfugie à Kounda. Je précise pour la petite histoire, on a pris Ouagadougou en septembre 1896. En septembre 1996, Maître Passeri a été à Kounda. J'étais à Kounda faire mes recherches pour voir le quartier, l'état-major du Moro Naba Wobro quand il s'est installé là-bas. Le Moro Naba Wobro, il a fui et il s'est retrouvé à Kounda. Il n'était plus Moro Naba. Mais la colonne voulait Chanoine quand elle venait. Passer par Yako. Ils ont même tué le chef de Yako et tué des gens à chaud. Ils arrivent à Niou. Et c'est instant, le jour où ils sont arrivés à Niou, que le chef de Sao est mort. Yoko. Il est mort. Et des conséquences parce que s'il y a la mort d'un chef, il y a armistice, il n'y a plus la guerre. Et donc ça a été une conséquence pour le Moro. Bon, toujours est-il que celui qu'on a nommé, il est allé à Kounda tout en sachant que le Moro Naba est déchu par les Blancs. Et il s'est fait nommer chef de Sao. Et voilà qu'un an après, il a un enfant. Le Moro Naba Wobro, il a remboursé les bienfaits. C'est-à-dire, mon père l'a soutenu contre l'Alé Naba Wobro. Et bien que déchu, mon père a été là-bas pour se faire introniser roi de Sao. Donc, le Moro Naba n'a pas oublié les bienfaits de mon père. Et il a remboursé les bienfaits de mon père. Rembourser les bienfaits, ça se dit en Moré, dîme de l'Obsom. Le roi a remboursé les bienfaits. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. On découvre les titres d'abord. Tout à fait, et je commence avec le journal Le Pays qui affiche donc une interview de Sylvain Salga, chercheur indépendant, qui parle donc à propos de la lutte contre le chômage. Il déclare: il faut former maintenant des créateurs de richesse et non des chercheurs d'emploi. Attaque de Barça Logo, une journée de deuil diocésaine décrétée.
Conseil de condamnation, tous azimuts, écrit le journal, toujours sur le même sujet. Dans sa rubrique Révélation, le journal Le Pays écrit qu'on l'a dans la commune de Sanba, des civils tués dans une église. Deuxième forum du Réao, sous le signe de la résilience face à la terreur, c'est-à-dire à la page 7 du journal. Fatigue passagère, les aliments à éviter, les conseils sont à lire à la page 12. Actu Sport Cameroun, recalé pour Garoua, la FICA Foot riposte. Le journal Aujourd'hui Faso, à sa une ce matin, on peut lire attaque de Bassalgo, le gouvernement sur les lieux de l'innommable, c'est-à-dire à la page 2. Attaque de Bassalgo toujours, compassion des États-Unis au CDP, c'est-à-dire à la page 3. Coopération parlementaire, les députés burkinabés à l'école de l'Union interparlementaire, c'est un autre titre du journal. Comité régional Afrique de l'OMS, une délégation de Burkina Faso mobilisée pour une santé pour tout le monde. Dans sa rubrique News du jour, le journal écrit des maîtres chanteurs mis aux arrêts par la BCLCC, c'est-à-dire à la page 3. Un ex-légionnaire français arrêté au Ouagadougou, nous informe le journal. RDC, peine capitale requise contre 50 conjurés pour l'exemple. Le journal L'Observateur Palga, lui, nous parle ce matin de la prévention et gestion des conflits en Afrique de l'Ouest et écrit l'Union interparlementaire prêche l'inclusion à l'ALT. Éducation, on l'appelait Sanuidi Yamba numéro 2, c'est-à-dire donc à la page 13. Le NTD suspendu par décision de justice. Ce monde est trop injuste. C'est une humeur de Barry à lire à la page 5. Fontanelle de bébé. Elle se referme naturellement au fur et à mesure que les os du crâne se soudent, déclare donc Dr Eliane Kiema, pédiatre, et c'est-à-dire dans la rubrique Carnet de santé. Lutte contre la cybercriminalité, un groupe de présumés maîtres chanteurs arrêtés. Pour terminer, nous revenons donc sur l'attaque terroriste qui a eu lieu à Barsalgo. Le journal écrit que Kaya, solidaire des victimes. Merci bien, Alphonse, pour ces titres. Et on s'arrête sur l'actualité en lien avec l'attaque de Barsalgo, qui continue en tout cas à faire le chou gras des quotidiens. Et on parle donc de tout ça entre condamnation, réaction. Tout à fait. Depuis donc hier, les condamnations fusent de partout. Ça vient des pays frais comme le Niger. Le président Abdraman Tiani a donc adressé ses condoléances au capitaine Ibrahim Traoré, au peuple burkinabé, pour 7 mois pour ce qui est arrivé à Barsalgo. Par la suite, il a condamné donc cette attaque et il a affirmé sa solidarité envers donc le Burkina Faso malgré la situation difficile. Il y a aussi une note venant des États-Unis d'Amérique qui condamne donc cette attaque. L'Iran également, qui a donc adressé ses condoléances au peuple burkinabé. Donc, les condamnations viennent de partout et au niveau national. Les partis politiques ne sont pas en reste. Ils ont condamné cette attaque barbare qui a eu lieu à Barsalgo, du CDP en passant par le MPP, le mouvement Socle et même le mouvement Sens. Des condamnations tout à fait normales pour ce qui est arrivé. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de bilan, mais les informations qui ressortent sont vraiment horribles, au point que même si on n'a pas décrété un deuil national, le peuple même burkinabé aujourd'hui fait le deuil dans son fort intérieur. Quand on observe les faits et gestes, on comprend que la douleur, elle est énorme, et c'est un moment d'introspection, c'est un moment pour chacun, tout un chacun de se parler soi-même,
Et ensemble, nous allons dégager des pistes de solutions pour en tout cas sortir le pays donc, de cette situation difficile. Il faut dire que sur cette attaque, il n'y a toujours pas de bilan. Tout à fait, il n'y a toujours pas de bilan. Je pense que la délégation gouvernementale qui a été donc à Kaya a pu faire le constat. Bien entendu, c'est sur instruction du chef de l'État qu'une délégation de quelques ministres est donc allée au CHR de Kaya, au chevet donc des blessés. Déjà, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu de nombreux blessés, ça c'est un fait. Et les agents de santé sont à l'œuvre pour en tout cas apporter le secours utile pour ces blessés, pour que dans de brefs délais, ils se rétablissent comme on le veut. Après ça, le gouvernement, la délégation a continué sur Barsalgo, où elle a pu donc constater, saluer et réaffirmer la solidarité du gouvernement envers donc cette population qui vient vraiment de subir une situation terrible. C'est tout le pays qui pleure aujourd'hui. Donc déjà, c'est un effort parce que arriver à Kaya au chevet donc des malades, des blessés, c'est bien, mais continuer jusqu'à Barsalgo, c'est quand même courageux. Et je pense que ça, c'est pour couper court ces rumeurs qui disaient que la délégation s'était limitée à Kaya. Non, loin de là, les informations qui ressortent, c'est qu'ils ont continué jusqu'à Barsalgo pour encore toucher du doigt ce qui s'est passé. C'est une réalité. Je pense que ça déjà, ça réconforte. Ce qui réconforte encore davantage, c'est cette solidarité agissante qui s'est manifestée au niveau donc, de la ville de Kaya, des organisations de la société civile, avec des personnes de bonne volonté, très rapidement, de façon spontanée, ont donc demandé à faire donc un don de sang. Et un appel qui a eu un écho favorable parce que ce que le service régional du Centre national de transfusion sanguine qui est au niveau donc de Kaya, ce que ce service a pu mobiliser comme poche de sang est à saluer. Parce que après une attaque, quand on dit qu'il y a des blessés, forcément le besoin de sang se manifeste et c'est quand même préventif que des gens qui ont compris cette situation se mobilisent de façon spontanée pour en tout cas assurer la disponibilité des poches de sang pour les blessés. Je pense que à écouter donc le directeur par intérim de ce service-là au niveau de Kaya, il a dit que dès lors que les premiers blessés sont arrivés au niveau donc des urgences et aussi à leur niveau, ils ont commencé à parler à leurs collègues qui sont à Ouagadougou, à Waïguya, à Tinkodougou, un peu partout pour en tout cas rendre disponible le matériel et même les agents de santé travaillant dans ce secteur pour que manifestement si un don de sang il devait avoir lieu, qu'on puisse vraiment travailler et collecter au maximum des poches de sang pour les blessés. Et au décompte, on a pu voir que lundi, ils ont eu 267 poches de sang. Et les gens, avec la mobilisation, ce travail qui devait durer une journée s'est étalé sur 2 jours. Et hier mardi, 27 août, ce service, en tout cas avec la mobilisation, a pu collecter 200 poches de sang. Donc, c'est énorme comme résultat. Et je pense que ces poches de sang collectées est aussi à la hauteur de la douleur que nous endurons actuellement. Quand on parle de blessés, il faut donner au maximum. Et ce que je retiens, c'est que cette mobilisation doit continuer, pas seulement à Kaya, mais dans d'autres villes, à tous les niveaux. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait une attaque avant de donner son sang. Et le besoin va être de façon continue. Et de ce fait-là, je pense que ça interpelle tout un chacun de donner donc son sang pour en tout cas le besoin de soulager, de sauver des vies.
Alors, parlons toujours de cette attaque. On voit qu'il y a certains qui reprochent aux forces combattantes de n'avoir pas fait décoller les vecteurs aériens assez tôt. En tout cas, dans les premières instances, les commentaires qu'on pouvait lire ça et là, des gens avaient commencé à parler sur les réseaux sociaux comme quoi il n'y a pas eu donc une assistance, d'où donc cette hécatombe, cette tragédie avec de nombreux blessés, des morts, des blessés. Mais je pense que de la déclaration du ministre en charge de la sécurité, Mamadou Sana, l'on apprend qu'il y a eu donc une riposte donc, après cette attaque. Les forces combattantes se sont mis donc à l'œuvre et l'ennemi a été donc pourchassé et neutralisé. On n'a pas encore un bilan, mais ce qu'il faut retenir en tant que profane, je pense que lorsqu'il y a eu une attaque de ce genre, lorsque l'ennemi se mélange à la population, ce que vous appelez les vecteurs aériens ou les drones ne peut pas intervenir en ce moment. Parce que tout est mélangé, vous ne savez pas qui sont donc les civils, qui est l'ennemi. En ce moment, le drone ne peut pas faire quelque chose. Mais c'est lorsque les forces combattantes arrivent à localiser la position de l'ennemi, des groupes terroristes, et que vous savez qu'ils sont dans tel endroit, en train de se regrouper, ou en train, en tout cas, d'avancer. En ce moment, l'alerte peut être donnée et les vecteurs aériens peuvent opérer en ce moment de façon plus opérationnelle. Mais dès lors qu'ils se mélangent à la population, mais c'est difficile d'identifier l'ennemi, c'est difficile vraiment de pouvoir faire le travail comme il se doit en ce moment. Prendre le risque d'intervenir, ce serait donc déboucher sur un carnage, et je pense que c'est cette prudence qui a été observée par moment. Donc, c'est prématuré de juger X ou Y, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne devions pas dormir, que ce soit la population civile ou en tout cas les forces combattantes. Chacun doit faire son travail. Le bilan qui n'est pas encore disponible, avec les commentaires qui sortent, font que nous devons rester prudents. Je pense que si les autorités ont donc effectué cette visite au niveau du chercheur de Kaya et même continuer jusqu'à Barsalgo, quand même une communication beaucoup plus explicite serait donc donnée dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Je pense que nous n'avons pas à rougir vraiment les yeux à ce moment-là parce que c'est difficile d'avoir tous les détails et de pouvoir faire un commentaire. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que les blessés se rétablissent très rapidement. Il faut penser en tout cas à ceux qui sont tombés. Il faut aussi encore s'armer de courage parce que nous avons donc perdu une bataille, mais pas la guerre. Merci bien, Alphonse. Merci. On termine par l'actualité internationale. On parle football à présent au Cameroun. Alors, c'est toujours le ping-pong entre la FECAFOOT. Oui, entre la FECAFOOT et le politique au niveau donc, du Cameroun. Vous savez que début septembre, il y aura encore les premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 et dans ce registre-là, le Cameroun devrait donc affronter la Namibie. Et aujourd'hui, tous les acteurs au niveau donc, du Cameroun sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour réussir donc, cette rencontre parce que c'est le Cameroun qui reçoit. Mais là où le problème se pose, c'est le stade où va vraiment se jouer cette compétition. Dans un premier temps, Samuel Eto'o, qui est le président de la FECAFOOT, avait choisi Douala. Et les gens avaient donc commencé à payer les billets pour pouvoir en tout cas assister à cette rencontre. Après, le politique s'est opposé parce que les conditions n'étaient pas réunies. Samuel Eto'o a encore changé, écrit donc à la CAF pour choisir donc Garoua, cette ville avec le stade omnisport qui s'appelle le stade omnisport Rumde Adja. C'est là-bas que Samuel Eto'o a identifié comme terrain qui doit accueillir donc la rencontre. Et cette proposition encore, c'est heurté encore à une opposition du politique, parce que le politique
décide que même ce stade, il y a encore un travail à faire. Que si on devait jouer, en tout cas au niveau donc, de ce stade Omnisport Rumde Adia, il faut prendre tout un mois pour préparer la rencontre parce que les conditions ne sont pas réunies. De ce fait-là, au niveau du Cameroun, l'organisation qui s'appelle l'Office national des infrastructures et des équipements sportifs, ONI, s'est opposée. Et cette organisation, cette structure a identifié un autre stade, un autre terrain, qui est donc le stade Omnisport Amadou Aïgyo, pour la rencontre donc, du 7 septembre. Donc aujourd'hui, Samuel Eto'o se retrouve donc dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a écrit à la CAF, il a alerté la FIFA, mais le politique aussi reste sur sa position avec ce qu'il a pu donc relever comme insuffisance, comme en tout cas des détails qu'il va falloir prendre en compte, parce que les conditions ne sont pas réunies. On ne sait pas jusqu'à présent où va se jouer donc cette rencontre très capitale, quand on sait le débat qui se mène aujourd'hui au niveau donc, du Cameroun. Depuis quelques jours, il y a Samuel l'Africa Foot qui était même en bagarre donc, avec l'entraîneur Marc Brice, après une interview accordée à un quotidien belge où il a sévèrement critiqué la gestion de l'Africa Foot. Et après donc, cette interview, il est arrivé au Cameroun pour préparer la rencontre. Et l'Africa Foot a demandé des explications. Il a encore enfoncé Samuel Eto'o, sa gestion qu'il juge donc opaque. Donc au Cameroun, il y a 1001 problèmes. Donc aujourd'hui, Samuel Eto'o se retrouve, en tout cas, priant l'Africa Foot, mais sans vraiment toutes les manettes de son pouvoir pour pouvoir gérer. On attendra de voir décidément le football et la politique. Merci bien, Alphonse. Merci bien, Madame Nikiel. On va maintenant tourner dans quelques vides d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est dans la météo. Nous recevons pour vous ce matin Monsieur Roland Djelbeogo. Il est le président de l'association Hope Ministry. Bonjour à vous, Monsieur Djelbeogo. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et nous recevons également Sakinatou Zundi, membre de la même association. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous présenter votre association. Monsieur Djelbeogo, association Hope Ministry. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hope Ministry, ça veut dire espoir. Hope, c'est espoir. Ministry, c'est ministère. Ministère de l'espoir. Ministère de l'espoir, Ok. au Burkina. Au Burkina. Alors, depuis quand vous avez créé l'association et quel est son objectif? L'association a été créée en 2018 et l'objectif de l'association, c'est de donner l'espoir à travers un certain nombre d'activités que nous faisons. Déjà, c'est une association évangélique, à caractère évangélique, qui œuvre sur le plan spirituel et sur le plan social également. Mais à la base, c'est quoi l'histoire même de la naissance de l'association? Est-ce que c'est parti d'une idée ou c'est parti d'une activité, la naissance de l'association? Personnellement, j'ai perdu mon papa aussi assez tôt. Et j'ai vécu pas mal de choses. Et le Seigneur m'a fait grâce aussi de pouvoir fréquenter. Voilà. Et j'ai eu à cœur vraiment de mettre en place cette association pour aider aussi ces enfants en situation difficile. Donc j'ai partagé l'idée avec plusieurs amis et ensemble on a mis en place l'association pour aider les orphelins et aussi les veuves. Ok. Oui. Alors Zundi, membre de cette association, pourquoi à la base vous décidez d'adhérer? Et bon, je peux dire que depuis toute petite, j'ai toujours eu cette envie d'aider les autres. Et au fur et à mesure que je grandissais, j'avais cette opportunité quand même qui me présentait d'aider quelques-uns autour de moi. Jusqu'à ce que j'ai vu leur affiche circuler sur WhatsApp. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas aller aider une personne. Et bon, je suis allée, j'ai aidé au début. Au fur et à mesure, il y a eu une opportunité pour intégrer l'association. Je dis, voilà une opportunité qui m'offre vraiment à aider plusieurs personnes. Donc, j'ai décidé d'intégrer l'association. D'intégrer. Alors, concrètement, quelles sont les activités que Hope Ministry organise?
Ok, Hope Ministries organise plusieurs activités sur le plan spirituel et sur le plan social. On est beaucoup sur le plan social. Déjà sur le plan social, nous faisons le parrainage des enfants en situation difficile. Quand on parle d'enfants en situation difficile, ce sont les orphelins vraiment qui n'ont pas le minimum, le nécessaire pour vivre. Il y a aussi des enfants aussi, c'est vrai qu'ils ont le père et la mère, mais sur le plan social, ça ne va pas. Il y a des enfants aussi qui ont des parents qui sont malades et qui ne peuvent plus prendre soin d'eux. Donc du coup, on fait des groupes de parrainage. Les groupes de parrainage, c'est quoi? En tant que jeune, c'est difficile souvent d'aider un enfant. Donc nous, on fait des groupes de parrainage qui permettent à toute personne de pouvoir aider un enfant. Parce que d'habitude, nous, on pense que ce sont des gros montants qui peuvent aider quelqu'un. Alors que si on se met ensemble, chacun donne ce qu'il a, on peut aider un enfant en situation difficile. Et dans nos activités, dans les visites, dans les familles, on a vu même qu'il y a des familles même qui n'ont même pas un lieu même pour faire des besoins. Vous voyez que ce sont des besoins primaires. À Ouagadougou, ici, si on te dit ça, tu ne vas pas croire. Donc, on se met ensemble à travers les groupes de parrainage. On essaie d'aider un enfant. Chaque groupe s'occupe d'un enfant. Et par mois, chacun va donner minimum 1000 francs ou 500 francs en fonction des moyens de la personne. Et ensemble, on réunit cet argent-là pour payer du savon, des produits de première nécessité pour l'enfant. Donc, il y a le parrainage des enfants. On fait aussi des visites dans les familles. En tant que groupe, en tant qu'association, on dit on veut visiter telle famille. Que chacun apporte ce qu'il a. Il y a des gens qui vont amener des pailles, il y a d'autres qui vont amener des vivres. Et on met ça ensemble. La vision, c'est quoi? C'est que nous tous, on peut aider quelqu'un. Parce que la mentalité qu'on a souvent ici, c'est qu'on attend toujours que l'aide vienne de l'extérieur. Alors que nous, même si on se met ensemble, chacun donne 100 francs, 25 francs, on peut sauver une situation ici donnée, au lieu d'attendre toujours des aides qui viennent de l'extérieur. Donc il y a le parrainage des enfants, la visite dans les familles. En plus de cela, nous faisons des activités dans les écoles qui touchent le cadre de la jeunesse. Parce qu'on sait que la jeunesse est le socle de la nation. Une jeunesse qui est bien formée, qui est bien enseignée, et a un bon avenir pour le Burkina Faso. Donc on fait des concerts dans des écoles, les sensibilisations, des conférences également dans les lycées et collèges, à travers un programme qu'on appelle Gospel Celebration, avec les élèves. En plus de cela, on essaie aussi d'accompagner les concerts aussi des artistes chrétiens qui a lieu souvent. Donc ça veut dire que parmi vous, il y a des musiciens? Oui, il y a des musiciens. Au sein de l'association, on a un orchestre avec des choristes. Donc lors des programmes, on chante ensemble et avec les enfants. Parce que l'accompagnement, ce n'est pas sur le plan social. Chaque mois, on a une activité qu'on fait avec les enfants. Parce qu'au milieu de nous, chacun, comme je l'ai si bien dit, on a toujours quelque chose à donner. Je peux ne pas avoir de l'argent pour l'enfant, mais je peux utiliser la connaissance que Dieu a mis en moi pour monter à l'enfant. Donc on a des gens qui font de l'art culinaire au milieu de nous. Donc chaque mois, on fait une activité avec ces enfants. Souvent ça peut être de l'art culinaire, souvent ça peut être de la musique, souvent ça peut être de la danse. Et chacun essaie d'apporter sa contribution pour l'épanouissement des enfants. C'est un apport holistique au fait, sur le développement intégral de l'enfant, sur le plan social, sur le plan spirituel. Voilà. Vous avez parlé justement beaucoup plus du plan social, mais côté spirituel, est-ce que quand vous dites visite au sein des familles, c'est des visites prières ou le côté spirituel ressort surtout à travers quelle activité? Essentiellement, quand on part visiter les familles, on prie pour les familles. Parce que on sert un Dieu vivant, on sait qu'il est capable de tout faire. Donc quand on part à la famille, je peux donner à manger à une famille, mais l'impact spirituel est plus grand que cela. Si je prie pour la famille, il y a plus d'impact. La personne, Jésus même quand il prêchait dans son ministère, il nourrissait le peuple de Dieu. Et en plus de ça, il priait et les malades étaient guéris. Donc, Jésus ne donnait pas seulement à manger, mais également il opérait sur le plan spirituel. Donc, quand on part dans les familles, on essaie de demander quelles sont les difficultés que vous avez. Et au sein de l'association, comme c'est une association évangélique, chaque lundi, on prie. Voilà, on se rassemble et puis on prie pour les familles qu'on accompagne, les enfants également qu'on accompagne. Est-ce à dire qu'il faut forcément être évangélique pour avoir de l'aide de la part de l'association? Non, pas forcément. Je pense que Jésus est venu pour tout le monde. Voilà. Et je pense que tout le monde a droit au sourire, tout le monde a droit au bonheur. Que tu sois d'une autre confession religieuse autre que la nôtre,
Je pense qu'on aide plus même ceux qui ne sont pas de notre confession, parce qu'on veut montrer l'amour de Dieu à tout le monde. Alors, Monsieur Djelbego, on sait que vous avez lancé l'activité dont vous parliez tout à l'heure, le parrainage des enfants. Ça s'appelle Opération Manéré. Oui. Donc, il y a eu quand même 2 éditions passées. 5 éditions. Ah oui, nous sommes à la sixième édition. édition. Donc, 5 éditions passées. Quel bilan vous faites de ces éditions déjà passées? On ne peut que rendre grâce à Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la capacité, qui nous connecte à de bonnes personnes et à de bonnes volontés pour la bonne marche de l'association. Depuis les 5 années passées, au début, ça n'a jamais été facile. Pour une vision, vous serez incompris au début, mais par la suite, plusieurs ont compris et nous accompagnent. Au début, on n'avait pas de local, on n'avait pas de chair entre jeunes, mais par la grâce de Dieu, on a eu maintenant un local, on fait nos réunions là-bas, nos rencontres, on reçoit aussi nos partenaires là-bas. Donc les 5 années passées, chaque année, à la première année, on a pu sponsoriser 50 enfants, et au fur et à mesure, le nombre grandissait. L'année passée, par la grâce de Dieu, on a pu donner 100 kits à 100 enfants. Bon, 97 kits, bon, à presque ça, et on a pu payer la scolarité de 30 enfants. Voilà, grâce au soutien que les gens donnent. Alors, Zundi, donc, qui a rejoint l'association par la suite, et comment justement vous trouvez ces activités de l'opération Manéré? Bon, je peux dire que ces activités sont bien, parce que surtout l'opération Manéré, ça permet à tout enfant de pouvoir partir à l'école. Et ce qui me plaît dans cette activité, c'est que on donne à chacun de donner ce qu'il a. Dans cette association, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup pour donner. Un bic, un cahier, un livre, tout ce que tu as, tu peux venir donner. C'est-à-dire cette association ne dépend pas de ta situation financière. Quel qu'en soit ce que tu as, tu peux donner. Tu peux donner. Et Monsieur Djelbego l'a dit tout à l'heure, c'est petit à petit, et puis on met tout ensemble pour donner le sourire aux enfants. La prochaine édition, c'est cette rentrée scolaire-là. Comment vous vous organisez pour la concrétisation de l'opération Manéré de cette année? Déjà, je peux dire que depuis près de 4 mois, nous avons déjà commencé l'organisation. En fait, c'est un truc qui est continu. Voilà. Et on fait des réunions, et puis aussi également, on essaie aussi de permettre à tout un chacun de contribuer, comme elle a dit. Et on a fait une organisation. Ça veut dire que tu sois à Karpala, peu importe la zone où tu es, parce que souvent il y a des gens qui peuvent être à Karpala, mais ils se disent, bon, si je vais me déplacer pour venir à Pissi pour remettre un cahier, ça sera compliqué. Le siège de l'association, c'est à Pissi? C'est à Pissi. Au début, à la première édition, bon, vraiment, on a eu des difficultés parce qu'on n'avait pas tellement d'expérience. Il fallait que je quitte ici pour aller à Somgandé, récupérer quelques cahiers. C'était fatigant. Mais au fur et à mesure que l'association grandissait, on a eu pas mal d'ambassadeurs dans les quartiers, des gens de Somgandé. Donc, du coup, quand quelqu'un est à Somgandé et veut faire un nom, nous, on sait à qui on peut le diriger pour faciliter le travail. Juste un numéro et puis... Et c'est tout. Voilà. Peu importe le quartier où vous êtes, voilà. Vous n'avez pas besoin forcément de vous déplacer. Vous pouvez nous dire là où vous êtes seulement. Nous, on va coordonner et puis venir récupérer. Aussi, on récupère aussi les anciens livres, parce qu'on sait que les livres coûtent cher, surtout à l'approche de la rentrée scolaire, comme ça, les livres coûtent cher. En plus de ça, nous avons ce qu'on appelle le sponsoring. Il y a des gens qui viennent faire un sponsoring aux enfants. Ils nous donnent, voilà, moi je vais scolariser un enfant. Et peu importe la somme, parce qu'au sein de nous avons des bases de données des enfants en situation difficile. Il y a d'autres, même la scolarité, ça ne dépasse pas 5 000. Donc avec 5 000, tu peux aider un enfant à aller à l'école. Ceux qui sont dans... D'autres vont dire, trouver ça banal, mais souvent c'est difficile pour quelqu'un d'avoir 5 000 pour donner à son enfant, même pas aller à l'école. Il y a vraiment des situations, vraiment. Peut-être il y a d'autres qui se disent que 5 000 c'est rien, mais il y a des familles vraiment qui peinent à payer cette somme-là. Donc avec 5 000 même, tu peux aider un enfant à aller à l'école. Donc ça c'est le sponsoring. Tu peux venir et dire, nous on va, et je vais prendre en charge un enfant. Et je vais donner. Et aussi vous pouvez vous mettre en groupe. Vous pouvez être dans une entreprise, vous dites, on va se mettre à 5 pour prendre en charge un enfant. Chacun donne ce qu'il a. Et quand vous venez, nous on va vous proposer un enfant. Voilà, parce qu'on a la base de données avec toutes les photos des enfants au niveau de l'association. Ok.
Ok. Alors, c'est intéressant. Et pour cette année, vous avez dit, vous avez déjà commencé à préparer. Ça veut dire que jusqu'à présent, on peut toujours venir faire des dons de cahiers ou de sommes pour la scolarité? Oui, oui. Jusqu'à présent, on peut toujours donner des cahiers. C'est comme j'ai dit, peu importe la zone où vous êtes. Okay. Et les frais de scolarité, bon, comme c'est une œuvre sociale, on travaille toujours à ce qu'il y a de la transparence. Parce que les gens, quand ils soutiennent, il faut réellement qu'il y ait de la transparence. Que ces personnes puissent savoir réellement que j'ai investi mon argent, je sème mon argent dans une bonne terre. Voilà. Ça veut dire qu'on finit, on prend les reçus. Au niveau de l'école, nous-mêmes, on part payer la scolarité parce qu'on ne donne pas la liquidité aux parents. Peu importe le don que nous recevons, nous ne remettons pas la liquidité. C'est l'association qui va s'organiser et aller payer la scolarité de ses enfants, ramener les reçus, on fait des copies, on fait un scan si la personne est à l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur qui nous soutiennent. On fait un scan, on envoie au partenaire. Ah, voilà l'argent que vous avez reçu, vous avez donné pour soutenir, voilà ce qu'on en a fait avec. Et à la fin de chaque opération, on essaie de faire un rapport financier et un inventaire de tout ce qu'on a reçu comme en bien de nature, comme cahier, livre, tout. Et quand vous venez à l'association, vous pourrez voir toutes ces données-là. Alors, on se demande comment aussi comment vous détectez ou sinon comment vous prenez en charge les enfants. Déjà même, quelles sont les conditions pour peut-être inscrire son enfant pour bénéficier de l'aide? Ok. Ou bien vous avez déjà votre liste arrêtée et on n'a plus la possibilité aujourd'hui, si on est dans une situation difficile, d'inscrire son enfant pour avoir de l'aide? C'est toujours possible. Parce que chaque jour, on a des gens qui viennent. Demandes. Voilà, on a des demandes, mais on fait des visites aussi terrain pour voir aussi la situation. Est-ce que la personne vraiment est... Voilà. Parce qu'on ne peut pas aussi prendre tout le monde. Et aussi, quand ces personnes viennent, on ne les rassure pas totalement. Parce qu'il ne faut pas que la personne s'attende. Et après, les fonds sont insuffisants. Puisque c'est en fonction de ce que nous recevons que nous partageons ce qu'on a. Voilà, on ne peut pas promettre. Et après, puisque c'est ce qu'on récolte, qu'on utilise pour aider les enfants. Donc, quand ils viennent, on dit, ah, voilà ce qu'on pourra faire. Et vous, préparez-vous par conséquent. Parce que les partenaires, quelqu'un même peut te promettre, on a eu des gens qui nous ont promis et par la suite, ces personnes ont eu certainement des difficultés, ils n'ont pas pu honorer. Dans ce cas, si ces personnes, vous avez promis à ces personnes-là que vous allez les aider et qu'en temps, vous ne le faites pas, c'est comme si vous êtes devenus des escrocs. Voilà. Donc, chaque jour, on a des gens qui s'inscrivent au sein de l'association. Et comme ce n'est pas pour l'opération manière, on a d'autres activités. Souvent, il y a des gens qui viennent nous donner des vivres. Il y a des gens qui viennent nous donner des habits, des vêtements. Même hier, on en a reçu avec un véhicule. Et on a un comité, un département social au sein de l'association, un comité qui gère tout ce qui est social. Donc c'est à eux d'étudier les dossiers. Souvent il y a des gens qui viennent nous donner des vélos comme ça. Donc on étudie, on va, quelle famille on peut donner ça. Puisque parmi nos enfants, il y a d'autres enfants qui sont plus dans le besoin que d'autres. Naturellement. Oui. Donc, en fonction des dons que nous recevons, on essaie de faire une étude pour voir à quel enfant on peut remettre ces dons-là. Donc, tout le monde peut venir s'inscrire. En tout cas, si vous voyez que la personne est dans le besoin, venez s'inscrire. On compte sur la grâce de Dieu. Et on prie toujours aussi, nous aussi qui sommes dans l'association, que Dieu bénisse nos activités, que Dieu bénisse ces étudiants-là, afin qu'ils puissent avoir encore pour pouvoir soutenir. Et la Bible dit que c'est en étant fidèle dans les petites choses que Dieu nous en confie de grandes. Ces étudiants-là, vraiment, je suis tellement content de ces gens qui sont autour. De notre équipe de l'association. La plupart sont des étudiants. Quand je vois ça, ça me fait chaud au cœur. Vraiment que ce sont des jeunes vraiment qui s'engagent. Et il y a des groupes de parrainage, même chaque année, ils paient la scolarité de leurs enfants. Et comme je l'ai si bien dit, nous sommes comme des grands frères pour ces enfants-là. Et chaque groupe doit travailler pour que son enfant soit épanoui. Il y a des groupes qui font sortir leurs enfants, qui les amènent au glacier. Ça ne dépasse pas 2000 francs. Vous faites plaisir à cet enfant. Ce sont des enfants qui n'ont pas forcément ce privilège-là. Vous pouvez décider d'amener votre enfant au ciné. Donc chaque groupe essaie de travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre enfant? Donc ça vous permet aussi Donc il y a le relationnel que vous le relationnel. Vous les faites découvrir qui est-ce qu'il parraine et tout. Justement. Voilà. Donc on est comme des grands frères pour l'enfant. On doit suivre l'enfant, causer avec lui. Parce que ce qu'on peut donner à un enfant qui va rester en lui, c'est l'attention et le temps. C'est plus important. Si j'ai le temps pour un enfant, pour l'écouter, parce qu'il y a des enfants qui sont traumatisés actuellement, vu la situation de leur famille, mais ils n'ont même pas quelqu'un même à qui se confier. Et pendant nos activités, les enfants se confient à nous.
on les donne des conseils, voilà ce que tu dois faire, voilà la mauvaise compagnie courant les bons mœurs, on le dit à l'école, voilà les amis que tu ne dois pas suivre. Tout ça, c'est une aide, pas forcément financière, mais on veut aider ces enfants afin qu'ils soient des leaders de demain, des personnes vraiment qui sont des modèles, parce que ce pays en a besoin. Bien sûr. Alors Zoudi, sur l'opération Manéré cette année, quel est peut-être ton invite à l'endroit des bonnes volontés? D'accord. Je veux dire, j'invite tout le monde à y participer. Y participer, à donner ce qu'ils ont. Je peux dire que tout un chacun a quelque chose à donner. Même si tu n'as pas quelque chose en espèces, tu as quand même un truc que tu peux donner pour ces personnes. On dit que le bienfait n'est jamais perdu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il va récolter. Donc j'invite tout un chacun à s'aimer dans la vie de ses enfants. Merci bien. Alors, M. Djelbego, comment concrètement on peut contribuer alors? Ok, merci beaucoup à Savane TV déjà qui nous donne cette opportunité. Comme je l'ai bien dit, vous pouvez contribuer en espèces. En espèces, ça veut dire de l'argent liquide. Ou également en nature. En nature, ça peut être des bics, des sacs, des cahiers. Il y a des gens aussi, bon, ils préfèrent donner en nature. Donc, c'est selon vous. D'accord. Voilà. Donc, on a un numéro Orange Money qui est... Je ne sais pas si je peux te... Allez-y, oui, allez-y pour les contacts. Le 67 26 14 38. 67 26 14 38. D'accord. Voilà. Ici, je vois sur l'affiche qu'il y a jusqu'à 3 numéros. Il y a 3 numéros, effectivement. On a Merci. 66 également. Oui, on est 66. Comme je n'ai pas ça à tête, là, c'est pour ça que j'ai donné ce que je connais. C'est d'ailleurs affiché. Il suffit juste de faire capture d'écran de l'affiche et puis vous pouvez donc aider, contribuer. Et est-ce que vous avez une date déjà prévue peut-être pour la distribution des kits pour cette année? La date prévue, c'est le 29. 29 septembre. Le 29 septembre. Okay. Vu que souvent, on a certains de nos enfants qui sont en classe d'examen. Ces personnes ont fait une exception. On les donne avant, en fonction de ce qu'on a. Et les autres, le grand nombre maintenant, c'est le 29. C'est en même temps un concert d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que chaque fin septembre, l'association, on se réunit, on rend grâce à Dieu. Parce que si on a la vie, on a pu réaliser certaines choses, c'est grâce à Dieu. Donc c'est important de faire un halt et de rendre grâce à Dieu. Et en même temps, communier avec les enfants, faire un repas et on mange ensemble, on danse ensemble. On remet et ça se passe généralement au siège de l'association ou vous choisissez un autre lieu? On choisit un autre lieu. Ok. Voilà. Pour le moment, on n'a pas encore choisi le lieu. On choisit un autre lieu plus... parce que c'est en même temps l'occasion aussi où les partenaires viennent pour voir ce qu'on fait. Le bilan financier de l'année, le bilan moral qu'on fait. Pour que ces personnes aussi puissent voir aussi les enfants. Est-ce que le travail qu'on a prévu de faire, est-ce que c'est fait? Il y a tout ça qui est là. Merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de courage. Et merci que beaucoup. Dieu fasse que vous puissiez avoir les moyens nécessaires, encore plus de moyens pour soutenir ces enfants en situation difficile pour cette année. Et puis voilà, on va redonner le contact une dernière fois pour ceux qui veulent bien faire des dépôts, ceux qui veulent bien appeler l'association pour prendre des informations ou parrainer les enfants. Ok. Donc le numéro c'est le 67, le 26, 67 26 14 38. D'accord. Je voudrais en même temps saisir de l'occasion pour dire merci à Savane TV qui nous donne cette occasion. Merci au premier responsable qui est un papa que nous suivons depuis qu'on est enfant, qui nous donne cette grâce-là de passer ici. Merci à toutes ces personnes, à toutes ces bonnes volontés-là qui travaillent pour vraiment apporter quelque chose et nous donner de bonnes informations. En tout cas, on suit Savane TV à tout moment. Et on prie vraiment que le Seigneur vous amène loin. Amen. Qu'il vous donne les moyens nécessaires de bien faire encore pour la gloire de Dieu. Merci. Amen. Merci bien Zoudi d'être passé également sur ce plateau. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Et de retour sur ce plateau, cette fois-ci on parle d'un événement donc culturel qui se tient pendant les vacances avec donc notre invitée. Nous sommes avec Viviane Dontassé, communicatrice de l'événement Kamba-Show. Alors bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est quoi Kamba-Show? Kamba-Show, c'est le show des enfants, si je peux le dire. C'est un spectacle de danse, de défilé,
Aussi, c'est un spectacle de contes, également d'imitation et de prestation d'artistes. Plusieurs arts qui se retrouvent pour cet événement. Et c'est un événement qui se tient à quel moment? Il faut savoir que l'événement se déroule chaque vacances et bien sûr pour profiter un peu des vacances et aussi s'épanouir et apprendre beaucoup de choses, nous permettons aux enfants de participer à ce spectacle chaque vacances et c'est pas loin parce que ça c'est pour la période de septembre. D'accord. Et ça veut dire que les autres phases sont passées déjà. Nous sommes à quelle édition de Kamba Show cette année? Nous sommes actuellement à la 5e édition déjà. Nous remercions déjà ceux qui nous ont accompagnés depuis. Voilà. Et actuellement, nous sommes à la 5e édition. Et comme d'habitude, nous sommes là pour communiquer sur ça. On sait que chaque année aussi, il y a un thème qui accompagne les éditions de Kamba Show. Pour cette année, vous êtes sur quel thème? Et cette année, voilà, au regard des difficultés et des réalités, nous avons choisi comme thème enfance et culture, effort de paix. Effort de paix. Oui. Parlons maintenant de la compétition en elle-même. On sait qu'il y a eu des phases éliminatoires, il y a eu les huitièmes, les quarts, et nous sommes, je crois, en demi-finale. Oui, nous sommes en demi-finale. Il faut savoir que cette année, nous aurons en tout 3 manches. Voilà, on aura 2 demi-finales plus une finale. Et pour la première demi-finale, on va débuter pour le 1er septembre 2024. Et ça sera pas loin déjà. Et pour la deuxième demi-finale, nous ferons ça pour le 15 et le 29 pour la finale. Ok, ça c'est le programme donné. Maintenant le programme de tout de suite là. Voilà. Au fur et à mesure, on vous recevra pour parler des autres finales. Mais pour ce week-end, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que pour ce week-end, le dimanche 1er septembre 2024, à partir de 14h30, et du côté de la musique Rimdogo, le jardin de la musique Rimdogo, voilà, on aura bien sûr Kamba Show et prévu bien sûr compris d'entrée 500 francs pour les enfants et 1000 francs pour les adultes. Ça veut dire que c'est la première demi-finale qui va se passer au niveau du jardin de la musique Rimdogo. Oui, ça sera la première demi-finale. Et nous invitons tous les enfants, tous les parents à accompagner les enfants, bien sûr, à participer à cet événement. Et pour quel est votre message aussi à l'endroit d'éventuels partenaires qui peuvent bien accompagner l'activité? On peut dire qu'actuellement, on s'attelle vraiment pour tenir l'événement. Sinon, actuellement, déjà, nous remercions Savane, Savane Média, parce que chaque année, Savane Média nous accompagne, bien sûr, pour l'activité. Et bien sûr, nous remercions Savane pour l'accompagnement. Également, nous remercions la mairie centrale de Ouagadougou et bien sûr le BBDA pour l'accompagnement chaque année. Et c'est un cri de cœur. On appelle vraiment tous les partenaires disponibles, également tous les sponsors à soutenir l'événement parce qu'actuellement, on en a vraiment besoin. Et cette année spécialement, on a Koudgou qui se déplace pour soutenir l'événement. Et bien sûr, on appelle tous les partenaires de Koudgou. Voilà. Toute personne, bien sûr. Vous dites Koudgou, il y a une équipe d'enfants qui vient de Koudgou pour compétir. Okay. Il faut savoir que cette année, on a en tout 8 groupes. Voilà, on a tous 8 groupes, on a des groupes qui viennent de Gonguin, voilà, où abrite l'événement bien sûr. On a des groupes qui viennent de Nonsin, de Sissin, de Lalé, de Amdalaï et bien sûr de Koudgou, de Ouidi. Et Koudgou, cette année, ils ont décidé de participer parce que chaque année, on fait à Ouaga. Mais cette année, Koudgou a décidé, à ses propres frais, bien sûr, de se déplacer pour participer à la compétition. Et bien sûr, on appelle à toute personne, bien sûr, de laisser parler son cœur, tous ceux qui viennent de Koudgou pour soutenir, bien sûr, Kamba Show. Parce que c'est pas facile. C'est un événement des enfants. On veut l'épanouissement des enfants. On veut que les enfants apprennent beaucoup parce que on a les contes, danse,
ils apprennent beaucoup et également ils profitent bien de leurs vacances. Donc on ne fait que... C'est un cri de cœur vraiment. On appelle les partenaires. Merci bien. Donc on rappelle le jour, le lieu et puis les conditions d'entrée. D'accord. Il faut savoir que c'est le 1er septembre 2024 à partir de 14h30 au Jardin de la musique Rimdogo. Et le prix d'entrée pour les enfants, c'est de 500 francs et pour les adultes, c'est de 1000 francs. Et bien sûr, et pour avoir les tickets, on a des sites, voilà, notamment au Jardin de la musique Rimdogo. Et aussi, on a à l'école Naba Accès. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas loin du marché d'ICA. Et maintenant, vous pouvez appeler des numéros. On a des numéros directs. Le 70 03 05 04. Le 76 52 59 26. On a le 69 89 35 51. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Puis on se donne rendez-vous pour ce show-là. Parce qu'il faut dire que c'est un show aussi qui sera diffusé sur Savane TV. Donc voilà, allez-y participer. C'est important d'amener les enfants à l'épanouissement. Merci bien. Merci. Alors, on marque une petite pause. On retrouve Olivier juste là. Nous recevons aujourd'hui Olivier Kaboré, chargé de communication de Juristes sans frontières. Bonjour Olivier. Bonjour Avzeta et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue. Merci. Alors, Olivier, on parle aujourd'hui de la convocation à la police ou la convocation à la police ou à la gendarmerie. Donc, la convocation. Déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre par convocation? Alors, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que quand les autorités compétentes ont la connaissance de la commission d'une infraction, elles ont la possibilité de diligenter une enquête afin de constater d'abord l'infraction et de rechercher les personnes auteurs de l'infraction. Et dans cette procédure, les officiers de police judiciaire, les OPJ, comme on les appelle communément, ont la possibilité d'entendre toute personne susceptible de donner un certain nombre d'informations relatives à l'infraction. Et dans cette démarche-là, ils ont la possibilité de prendre deux voies. Ils peuvent procéder par une interpellation selon le contexte, c'est-à-dire aller chercher la personne de force pour l'entendre, ou procéder par la convocation. Donc la convocation, c'est tout simplement un acte par lequel l'officier de police judiciaire, ou si vous voulez, le policier ou le gendarme chargé de l'enquête, invite une personne qui a un lien avec l'infraction de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie tel jour, à telle date ou à telle heure, afin qu'on puisse l'écouter par rapport à une affaire le concernant. Ok. Donc c'est un papier en principe. On peut même vous appeler au téléphone. C'est possible. Oui. On peut vous appeler. Si on ne peut pas vous localiser, ils ont si on a en tout cas votre numéro de téléphone, la police ou la gendarmerie a la possibilité de vous appeler au téléphone pour une affaire vous concernant. Donc c'est pas juste le papillon qu'on vous tend. Parce que pour vous tendre le papillon, il faut vous retrouver. Et si on ne vous retrouve pas, comme le téléphone aussi est un moyen de communication, l'essentiel c'est de porter à votre connaissance qu'il y a une affaire vous concernant à la police ou à la gendarmerie et que vous devrez venir répondre. Mais qui est habilité justement à émettre une convocation? Alors, je disais tantôt les officiers de police judiciaire. Puisque généralement, la convocation est émise dans la phase de l'enquête préliminaire, c'est-à-dire quand les officiers de police judiciaire ou quand la police ou la gendarmerie veulent recouper les faits pour déterminer un certain nombre de faits et les transmettre au procureur qui va juger de l'opportunité de poursuite ou de ne pas poursuivre. Donc, pendant cette phase-là, ils ont la possibilité d'émettre des convocations. Aussi, il y a ce qu'on appelle les soins transmis. Quand l'affaire quitte chez le procureur et revient au niveau de la police, puisque quand souvent on part porter plainte en justice ou que si le procureur s'auto-saisit pour un certain nombre de dossiers, il a la possibilité d'envoyer un papillon dans un commissariat ou dans une gendarmerie et de demander à ce que les policiers enquêteurs ou les gendarmes enquêteurs fassent diligence pour rassembler les éléments de preuve susceptibles de faire manifester la vérité par rapport à l'affaire donnée. Voilà. Donc,
en principe, ce sont les OPJ qui émettent les convocations. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on peut refuser de répondre à une convocation émise par la police ou la gendarmerie? Alors, ce thème est très intéressant à ce point-là parce que, effectivement, beaucoup de personnes, quand on leur appelle ou quand on leur fait signe qu'ils ont une convocation à la police ou à la gendarmerie, elles sont tentées de ne pas partir. Elles sont tentées de ne pas partir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la convocation émanant de la police ou de la gendarmerie a un caractère impératif. Vous êtes obligé de déférer à la convocation. Quand on vous appelle pour une affaire vous concernant à la police ou à la gendarmerie, vous êtes obligé d'y selon aller. les règles de la République, vous êtes obligé d'y aller. Voilà. Donc vous ne pouvez pas vous soustraire à cette obligation-là. C'est obligé, vous êtes obligé d'y aller. Et si on refuse jusqu'à un certain nombre, par exemple 3 fois, on refuse de répondre à la convocation, qu'est-ce qui peut nous arriver? Alors déjà, quand on vous envoie la convocation, souvent les gens ont peur. On se dit, si on part, est-ce qu'on ne va pas m'enfermer? Est-ce que les gens ne vont pas savoir qu'on m'a convoqué et tout? Mais si vous ne partez pas, vous vous exposez à pire. Parce que quand vous ne partez pas, la police peut émettre un avis de recherche sur vous. Donc, ce que vous avez voulu éviter au départ, c'est ça qui tombe sur vous. Ça veut dire que vous allez être assis peut-être à quelque part, vous allez voir vos photos à la télé ou à quelque part et on dit que vous êtes recherché par la police. Ça, c'est grave. Et le deuxième point, c'est qu'ils peuvent venir vous interpeller. Maintenant, on ne vous invite plus à venir écouter. On vient vous interpeller manu militari. Et on peut vous méloter. Et c'est vraiment pas intéressant quand ça devient comme ça. Donc, quand on vous invite de grâce, il faut aller écouter. Voilà. Maintenant, concernant le nombre de convocations, en réalité, il n'y a pas de nombre de convocations prévues. Dès la première convocation, vous devez déférer à la convocation, c'est-à-dire aller au commissariat ou à la gendarmerie. Pour répondre. Oui, les policiers ou les gendarmes par humanisme ou par bonne foi, souvent, quand on vous envoie une convocation, ils peuvent envoyer une autre convocation. Ils peuvent envoyer jusqu'à 3 convocations. Et quand vous ne répondez pas à la convocation, en ce moment, bon, c'est pas tant que vous ne voulez vraiment pas venir. Et c'est en ce moment qu'on vient vous chercher. Mais ils n'ont pas l'obligation d'aller jusqu'à 3 convocations. Non. On vous appelle seulement. Si vous ne venez pas, ils peuvent venir vous chercher dès la première convocation. Maintenant, est-ce que on peut demander à ce qu'on reporte une convocation? La date de la convocation indiquée sur le papier ou quand on vous appelle, on donne une date. Est-ce qu'on peut négocier pour qu'on reporte? Oui, il y a la possibilité. Il y a la possibilité. Quand on vous convoque et que ça tombe sur une date pertinente et que vous avez vraiment des raisons qu'on ne peut pas discuter, vous pouvez demander, je dis bien demander à ce qu'on puisse reporter si possible. Puisque ça dépend aussi de l'affaire pour laquelle on vous recherche et ça dépend aussi du contexte. Voilà. Si le contexte est tel qu'on puisse vous permettre de venir par exemple le jour suivant ou 2 jours après, ils peuvent patienter pour ça. Voilà. Mais c'est une demande, c'est pas une obligation. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut exiger aussi de connaître le motif de notre convocation? Voilà. Ça, c'est le point qui fait que les gens ne veulent pas aller au commissariat ou à la gendarmerie. Voilà. Parce que quand on vous appelle ou quand on vous envoie la convocation, sur la convocation, on ne met pas le motif. Et quand on vous appelle aussi, la personne qui va vous appeler va se présenter, vous dire que vous devez vous rendre à telle gendarmerie ou à tel commissariat pour une affaire vous concernant. On ne vous dit pas... Vous concernant, là, c'est quelle affaire? Voilà. Mais il faut savoir que c'est la procédure comme ça. C'est normal. C'est normal. Ils ne sont pas obligés à cette étape de vous dire, ils ne vont même pas vous dire, de vous dire quelle affaire vous attend au commissariat ou à la gendarmerie. Pour connaître l'affaire, il faut aller à la convocation, il faut aller au commissariat ou à la gendarmerie. Et en ce moment, ils vont vous dire, voilà, on vous appelle par rapport à cet événement ou par rapport à cette situation. Donc, même quand on vous appelle et qu'on ne vous dit pas, on ne vous donne pas les raisons pour lesquelles on vous convoque, vous êtes obligé d'y aller. D'accord. Voilà. Ils ne sont pas obligés de... Non, ils vous le diront jamais. Il faut y aller pour comprendre. Maintenant, est-ce qu'on peut aller répondre à une convocation en se faisant accompagner d'un conseiller ou d'un membre de sa famille?
Alors, à ce niveau, il faut savoir que c'est possible. C'est possible. Quand on vous convoque, vous avez la possibilité d'appeler votre conseil, si vous l'avez, un avocat. Vous pouvez appeler votre avocat et il va vous accompagner. Vous pouvez aussi vous faire assister par un membre de votre famille si vous voulez. Mais il faut savoir qu'à cette étape de la procédure, même quand l'avocat vous assiste, il ne peut pas parler en votre nom, il ne peut pas vous défendre d'abord. Il est là juste pour constater que la procédure est bel et bien respectée et il pourrait utiliser ces éléments de fait qu'il a vu lui-même là pendant votre défense si le dossier part en justice. Voilà. Sinon, vous pouvez vous faire assister par un membre de votre famille ou par un avocat. Mais ils interviennent pas. Ils peuvent assister quand même à l'échange. Ils peuvent assister à l'échange, mais ils ne peuvent pas intervenir. D'accord. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire justement quand on reçoit une convocation? Alors, quand vous recevez une convocation, la première des choses, c'est de la respecter, c'est-à-dire de vous rendre au lieu où on vous a dit de venir. Si c'est à la police ou à la gendarmerie, il faut y aller. Il ne faut pas tergiverser en cherchant à comprendre qui m'a appelé ou bien c'est pour quel motif. À partir du moment qu'il y a une question de commissariat ou de gendarmerie et que vous connaissez le commissariat ou la gendarmerie, il faut forcément y aller. Toutes vos questions vous seront explicitées sur place. Le deuxième point, si vous avez un avocat, il faut le prévenir. D'accord. Voilà, il faut le prévenir rapidement. Et aussi, en partant, il faut vous munir de votre document d'identité. Parce que parfois, on peut se tromper. On peut vouloir X et appeler Y. Mais si vous partez avec vos documents d'identité, la première des choses que l'officier de police judiciaire, quand il vous reçoit, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est vérifier d'abord vos identités. Est-ce que c'est la personne que j'ai convoquée qui est réellement là? Ou est-ce que c'est la personne citée dans l'affaire qui est vraiment là? Donc, en ce moment, si vous avez vos documents, si ce n'est pas vous, on va vous permettre de repartir. Voilà. Donc, ce sont ces trois réflexes qu'il faut adopter quand vous avez une convocation. Ok, on termine sur les droits maintenant de la personne convoquée. Ok, la personne convoquée a pas mal de droits. Déjà, le premier droit, je vais tenter de citer quelques-uns comme on est pris par le temps. Le premier droit, c'est le droit de savoir pourquoi on vous appelle. Ce que les juristes appellent... Mais ça, c'est sur place, hein? Oui, sur place. Quand vous allez arriver, vous avez le droit de comprendre ou de savoir pourquoi on vous a convoqué. Et je disais tantôt que c'est ce que les juristes appellent habeas corpus. Parce que pour pouvoir se défendre, il faut savoir de quoi on me reproche. Sinon, vous ne pouvez pas vous défendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez le droit de défense. Ça veut dire que quand vous arrivez, certes, on vous pose des questions, mais on doit aussi vous permettre de vous défendre, de vous expliquer. Voilà, c'est pas un monologue où vous vous contentez juste de dire oui, oui, non. Vous avez la possibilité aussi de vous défendre. Un autre point, vous avez la possibilité d'avoir l'assistance d'un avocat, je l'avais dit tantôt. Donc, vous pouvez faire intervenir votre avocat qui va vous assister dès le début de la procédure. Voilà. Et un autre point qu'on peut peut-être ajouter, le droit de silence. Voilà. Oui. Tu peux décider de ne pas parler. Vous pouvez décider de ne pas parler. C'est votre droit et on doit le respecter. Et après avoir dit tout ce que vous devez dire, l'officier de police judiciaire va consigner tout ce que vous avez dit là dans un PV. Procès verbal. Voilà, dans un procès verbal. On doit relire le procès verbal ou vous faire relire le procès verbal. S'il y a des zones sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous devez faire des commentaires qu'on doit mentionner. Et après tout ça, vous devez signer. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec le procès verbal établi, vous pouvez ne pas signer. Donc, on signe quand on est d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on peut s'abstenir de signer. Voilà. Mais maintenant, si la personne ne comprend pas la langue dans laquelle on lui pose les questions, parce que la langue de travail, c'est le français. Mais quand vous ne comprenez pas le français, vous avez droit à avoir un interprète. On doit chercher quelqu'un qui va traduire fidèlement vos mots et tout. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci aussi à la diffusion pour ces quelques minutes accordées. On s'arrête ici pour Bonjour le Faso d'aujourd'hui. À demain. Kiss.